En période de guerre ou de crise, jusqu'où un État peut-il aller? Jusqu'où peut-il piocher dans votre portefeuille? Dans cette vidéo, nous allons explorer des exemples historiques et récents pour mieux comprendre comment vous protégez votre épargne, comment protéger vos investissements et comment protéger votre patrimoine. De la saisie des avoirs au gel des comptes en passant par des impôts exceptionnels, nous verrons 7 exemples marquants d'intervention étatique comme la saisie d'une entreprise française par le général de Gaulle ou l'interdiction de posséder de l'or aux États-Unis. Vous allez être surpris parce que vous allez découvrir. Allez, c'est parti pour le premier exemple. Air France et le gel de ses actifs en Allemagne de 1939 à 1940. Vous allez pouvoir suivre avec moi sur mon écran un petit peu quelques notes. Donc, avant la guerre, Air France opérait plusieurs liaisons internationales, y compris vers l'Allemagne. En 1937, la compagnie avait une présence en Allemagne via des accords aériens et des escales dans des aéroports allemands. En septembre 1939, déclaration de guerre. L'Allemagne coupe immédiatement toutes les relations commerciales avec la France, entraînant la suspension des opérations d'Air France en territoire allemand. Gel des comptes et des infrastructures. Les actifs de la compagnie, fonds déposés dans des banques allemandes, infrastructures locales, équipements, sont gelés par le régime nazi. Confiscation du matériel. Certains avions d'Air France stationnés en Allemagne sont réquisitionnés par les autorités allemandes. Interdiction de récupérer les fonds. Toute transaction financière entre la France et l'Allemagne devient impossible, empêchant Air France de rapatrier ses capitaux et d'être payé pour d'éventuels services rendus avant la guerre. Cet exemple montre comment, dès le début, l'Allemagne a gelé et confisqué les actifs d'entreprises françaises opérant sur son territoire, affaiblissant encore plus l'économie française avant l'invasion. Exemple numéro 2. Les États-Unis ont interdit la possession d'or physique de 1933 à 1974. Je suis sûr que vous n'étiez pas au courant, mais en 1933, les États-Unis ont décidé d'interdire l'or physique via l'Executive Order 6102 pour lutter contre la crise économique. Ils devaient, les Américains, échanger leur or, écoutez bien, contre des dollars au prix de 20,67 $ l'once. Juste après, le gouvernement a réévalué l'or à 35 $, dévaluant ainsi le dollar. Ceux qui refusaient cet échange risquaient 10 ans de prison et jusqu'à 10 000 $ d'amende, ce qui est énorme en 1933. Et l'interdiction, aussi fou que ça puisse paraître, a duré jusqu'en 1974 lorsque Gerald Ford a réautorisé la détention d'or. Donc, si vous cherchez à sécuriser de l'or en cas de crise, cherchez à le placer dans différents endroits. La Suisse, Singapour, Dubaï, pour le protéger des actions d'un État. Exemple numéro 3, le cas de Renault, de 1939 à 1945. Pendant l'occupation, l'usine Renault de Boulogne-Billancourt est réquisitionnée par les Allemands et contrainte de produire pour la Wehrmacht des camions, des chars, des moteurs d'avion. Bon, jusque-là, rien d'incroyable, on est en temps de guerre. Le pays qui prend possession du pays, justement de la France, utilise ces usines. Ce qui est assez fou, c'est qu'après la libération, en 1944, Louis Renault, le fondateur, est accusé de collaboration avec l'Allemagne nazie et est arrêté. Il meurt en détention avant son procès. Et en 1945, le gouvernement français du général de Gaulle saisit Renault et la nationalise sous le nom de Régie nationale des usines Renault, RNUR. Cela permet à l'État de reprendre le contrôle de cette entreprise stratégique pour la reconstruction de l'industrie automobile française. Dans cet exemple, on voit comment l'État français a pu réquisitionner, contrôler et même nationaliser une entreprise stratégique en période de guerre. Exemple numéro 4, le Brésil et la saisie des dépôts bancaires en 1990. Une histoire incroyable. En mars 1990, pour lutter contre l'hyperinflation, donc on était à plus de 80% par mois quand même, le gouvernement de Fernando Collor de Mello a lancé un plan économique radical, incluant la saisie temporaire des dépôts bancaires des citoyens brésiliens. On parle vraiment des citoyens comme vous et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Blocage des comptes. Tous les dépôts bancaires et les comptes d'épargne supérieurs à 50 000 cruzeiro, environ 1300 $ à l'époque, ont été bloqués. On ne peut plus y accéder. L'argent n'était pas confisqué, soi-disant, mais converti en fait en obligation d'État avec un remboursement prévu sur 18 mois.
Qu'est-ce qui s'est passé? De nombreuses entreprises et particuliers se retrouvent sans liquidité pour payer leurs dépenses courantes. Il y a un effondrement de la consommation et une chute brutale de l'économie, perte de confiance également vers le gouvernement et le système bancaire, tu m'étonnes. Effet à long terme, l'inflation n'a pas du tout été maîtrisée et le plan était un échec. Le président a été destitué en 1992 pour corruption, tu m'étonnes. Et certains citoyens ont été indemnisés, mais la majorité n'a jamais récupéré la totalité de ces fonds en valeur réelle. Ça montre quoi? Ça montre qu'un État en temps de crise peut faire tout ce qu'il veut. Il peut imposer un gel brutal des actifs privés et causant du coup des pertes massives pour la population. Exemple numéro 5. Le gel des avoirs russes en Suisse de 2022 à aujourd'hui. Traditionnellement neutre, la Suisse a adopté les sanctions européennes contre la Russie après son invasion de l'Ukraine en février 2022. Vous êtes au courant. Malgré sa neutralité, elle a gelé les avoirs d'oligarques russes et restreint les transactions financières avec la Russie. Il y a eu environ 7,5 milliards de francs suisses d'actifs appartenant à des Russes et des entreprises russes qui ont été gelés. Plus de 15 propriétés russes ont été également bloquées. Il y a eu des blocages des transactions bancaires. Les principales banques suisses, à l'époque UBS, Crédit Suisse, ont restreint l'accès aux comptes de clients suisses. La Banque nationale suisse a suspendu ses relations avec la Banque centrale russe. Et on a eu aussi tout ce qui est restrictions commerciales. La Suisse a interdit l'exportation de matériel militaire et de produits de luxe vers la Russie. Certains ports francs suisses, connus pour stocker des objets de valeur comme l'or et l'art, ont suspendu l'accès aux clients russes. Conclusion. De nombreux oligarques russes ont tenté de déplacer leurs fonds avant les sanctions, mais plusieurs comptes ont été gelés. La Suisse a été critiquée pour ne pas aller aussi loin que l'Union européenne en matière de sanctions. Ça, c'est sujet à discussion, c'est le point de vue des Français, évidemment. Les Russes, je peux vous dire qu'ils ne sont pas contents du gel de leurs actifs. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'un pays, même neutre, soi-disant neutre, comme la Suisse, peut prendre des mesures fortes en temps de guerre, en restreignant l'accès aux capitaux et en imposant des sanctions économiques. Ça montre qu'il faut être du bon côté. Il faut aller chez ses amis, ça montre ça surtout. Si on est russe, un russe en Europe, c'est un ennemi, malheureusement, même pour les Suisses. Un Français en Europe, c'est un ami, parce qu'on est pro-occidental. Voilà. Un Français, par contre, en Chine, c'est un ennemi, parce que les Russes et la Chine, ils s'entendent, ils sont ensemble. Voilà. Alors, exemple numéro 6. La contribution de solidarité en Grèce. Vous allez voir, c'est une loi magique. Donc après la crise financière de 2008, la chute économique majeure qui a suivi, la Grèce est frappée de plans d'austérité sévères imposés en grande partie par l'Union européenne et le FMI pour limiter la dette du pays. En 2011, le gouvernement grec a mis en place un impôt exceptionnel sur la propriété sous forme d'une taxe de solidarité appelée taxe sur l'immobilier qui devrait être payée par les propriétaires de biens immobiliers. Alors cette taxe, elle a touché directement les citoyens grecs parce que, surtout les propriétaires de maisons et de terrains, elle était calculée en fonction de la valeur estimée des propriétés. L'impôt était perçu apparemment directement via les factures d'électricité, ce qui a permis à l'État d'obtenir rapidement les fonds nécessaires. Tous les mois, la facture a augmenté, les mensualités ont augmenté. Et elle a été appliquée à une large proportion de la population en raison de la forte propriété immobilière en Grèce. Les Grecs sont majoritairement propriétaires de leurs biens, du coup, ils ont été taxés, même les plus modestes qui avaient travaillé toute leur vie pour s'acheter leur maison. L'objectif, c'était de réduire les déficits publics. Ils ont atteint 1,6 milliard d'euros de taxes en 2011. Bien sûr, cette taxe a provoqué une vague de protestations car elle a touché durement les citoyens, notamment ceux à faible revenu déjà frappés par la crise. Bien que la taxe ait permis au gouvernement grec de lever des fonds rapidement, elle a eu un effet négatif sur le moral de la population et a accru le sentiment d'injustice fiscale. Les citoyens ont évidemment émis des frustrations sur ces mesures fiscales supplémentaires. Ça montre quoi? Ça montre qu'un État en temps de crise peut imposer des taxes exceptionnelles. Alors en temps de guerre, je ne vous en parle même pas. Et ça directement sur les citoyens, pas que sur les entreprises, pas que sur
les expatriés, pas que sur les citoyens étrangers vivant en France, vraiment sur ces citoyens. Tout ça pour financer un effort de guerre ou faire face à des crises économiques profondes. Septième et dernier exemple, la saisie des avoirs des citoyens japonais américains en 1942. Le contexte. Après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941 par le Japon, les États-Unis ont adopté des mesures drastiques pour sécuriser leur pays contre toute menace interne, notamment contre les citoyens japonais vivant sur le sol américain. En 1942, il y a eu un ordre exécutif 90-66 qui permettait l'internement, vous avez bien entendu l'internement de près de 120 000 Japonais américains vivant sur la côte ouest des États-Unis. Les citoyens japonais, même ceux nés aux États-Unis et donc citoyens américains, ont été forcés de quitter leur maison et propriété, souvent sous une surveillance militaire stricte. Les États-Unis ont ensuite saisi des biens et des avoirs. Avant leur internement dans ces camps de détention, de nombreuses familles japonaises ont dû abandonner leurs biens personnels, y compris des maisons, des commerces, des terres agricoles et des biens précieux. Les autorités ont saisi des avoirs bancaires et des propriétés immobilières, souvent sans compensation adéquate. Certaines familles ont été forcées de vendre leurs biens à des prix dérisoires. Les pertes économiques étaient considérables. Contrôle des finances. En plus de la saisie physique des biens, les autorités ont gelé les comptes bancaires des citoyens japonais et ont pris le contrôle de leurs actifs financiers. De nombreuses familles ont perdu leur épargne et leur entreprise. Conséquence également, perte économique massive pour les citoyens japonais américains, dont certains n'ont jamais récupéré leurs biens après la guerre. C'est seulement en 1988, après des décennies de pression, que le gouvernement américain a officiellement présenté ses excuses et a versé des indemnités de réparation aux survivants de ces internements, reconnaissant les injustices et les pertes subies. Des milliers de citoyens américains, mais d'origine japonaise, ont été victimes de la saisie de leurs biens. C'est complètement incroyable. Avec ce dernier exemple, on voit que sous l'effet de la peur et de la guerre, tout peut se passer. L'État peut procéder à une saisie massive des biens et des avoirs de ses citoyens. Et là, exceptionnellement, même de ses citoyens américains, ses citoyens. Incroyable. Il y aurait d'autres exemples aussi que je pourrais vous citer. La Biélorussie en 2020, l'Union européenne, l'Argentine en 2019, le Venezuela. Le gouvernement a nationalisé des entreprises à tout va, saisi des terres agricoles. Bref. Conclusion. Conclusion les amis. Conclusion. Un État peut tout faire en temps de crise. Vraiment tout faire. Il n'y a pas de limite. En partant de ce principe, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va falloir se diversifier, mais aussi la question à se poser, c'est où sont vos actifs? Diversification en termes de localisation. On le voit, si vous étiez américain, pas de possession d'or. Si vous étiez français pendant la Deuxième Guerre mondiale, gel des comptes. Si vous êtes russe en ce moment, gel des comptes en Europe. Donc, ça dépend où vous êtes, en fait. Où sont vos actifs plutôt? Où sont vos actifs? On le voit, il faut être dans un pays ami et pas un pays ennemi. Si vous commencez à investir en Iran, en Russie, alors là encore moins, en Chine, eh ben, vous êtes potentiellement un ennemi de ces pays parce que vous êtes un Français, tout simplement. Comme les Russes sont malheureusement les ennemis des banques en Europe, nous sommes les ennemis des Russes et de leurs alliés chinois, Corée du Nord. Votre nationalité, je l'ai dit, primera sur votre lieu de résidence. Un Russe reste un Russe, même en Suisse. Et un Français reste un Français partout. Même à Dubaï, même en Chine, ça reste un Français. Donc, si on veut bloquer vos actifs, on le fera. Voilà pour cet exemple. On apprend du passé pour se préparer au futur. J'espère que ça vous a aidé. Et moi, je vous dis à la prochaine.